L'été, c'est bien aussi, non? Oui, c'est vrai, quelle idée. Bon, on ne peut pas passer à côté, il est immense ce pouce. À votre avis, quelle est sa taille et quel est son poids? Peut-être, je sais pas, 6-8 mètres. Bravo, 6 mètres. 6 mètres. Levé vers le ciel, dressé un peu comme un totem, qu'est-ce qu'il nous raconte? Moi, j'aime bien cette expression toujours s'élever, donc ça me va bien, ce pouce droit comme ça qui s'élève vers le ciel. Il y a un petit peu de vanité quand même, non? On voit que c'est un pouce d'homme en même temps. Bon, quand on voit ce pouce, on pense immédiatement à César. César qu'on va redécouvrir ensemble dans ce bâtiment. Comment vous le trouvez, le bâtiment? Ah, il interpelle, hein, ces bâtiments des années 70. Voilà. Chaque fois que je rentre au centre Pompidou, je découvre quelque chose en fait. Il est divers, vraiment pluriel dans son appréhension aussi de Paris, magnifique. La transparence aussi, c'est ce sur quoi ont misé les architectes. Vous aimez, vous aussi, la transparence? Dans ma cuisine à Valence, j'ai tout un mur de verre qui me permet d'avoir le jardin qui rentre dans la cuisine. Et pour moi, la lumière, c'est aussi un gain d'énergie, plein de choses positives. Bonjour Anne-Sophie Pic. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous brillez au firmament de la cuisine française depuis le début de votre carrière. 7 étoiles gagnées au guide Michelin. Vous êtes la seule femme française triplement étoilée. Vous êtes aussi autodidacte. On va revenir sur votre parcours hors norme dans cette émission. Mais avant, on va aller redécouvrir l'œuvre de César. Ah oui, on va se mettre au chaud. Allez, on y va en courant. Ses fers soudés, ses compressions d'automobile et son pouce géant l'ont rendu célèbre. Il aura fallu attendre 20 ans après sa mort pour que le centre Georges Pompidou consacre enfin une grande rétrospective au sculpteur César. Et c'est pour nous une occasion unique d'appréhender l'œuvre de cet aventurier de la récupération industrielle. On a un peu l'impression d'être dans un loft XXL d'un grand collectionneur. C'est extraordinaire. C'est une grande magnificence. C'est vraiment très impressionnant et c'est vrai que cette ouverture sur la ville, on la sent tout de suite quand on arrive dans le lieu. C'est un bestiaire incroyable, il aimait les animaux. Ah, il aimait la vie. Il aimait la vie, il aimait les animaux, les hommes, les femmes, la cuisine, il aimait la vie. L'esturgeon, vous le cuisinez? Bien sûr, les œufs d'esturgeon notamment, c'est un poisson roi quand même dans la cuisine. Et les esturgeons, le caviar, bien sûr. C'est essentiellement de la récupération. Est-ce que la récupération, c'est un acte militant ou c'est un acte purement esthétique? C'est tout simplement qu'il a un mode de vie très précaire et qu'il récupère. Il ne peut que travailler à partir des matériaux de récupération. Il ne peut pas acheter le moindre matériau, donc il glane de ci, de là. On voit comment son œuvre évolue en fonction des hasards, de ce que la manière dont la vie se présente à lui. C'est vrai qu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est l'inventeur de la compression. La première compression, qui est un hasard, il l'a vu, mais il ne l'a pas assumé. En fait, ce bloc est déjà fait. Il le rapporte chez lui en pensant qu'il va l'intégrer dans une sculpture. Il va mettre 2 ans avant d'en faire une réelle œuvre, puisqu'il va d'abord, d'une part, découvrir une presse hydraulique qui va lui permettre de faire des compressions monumentales. Il va choisir la carrosserie, alors ça sera une carrosserie monochrome, ça sera une publicité Ricard. Il choisit la densité de la compression et c'est ce qu'on appelle les compressions dirigées. Quelles sont les autres révolutions qu'il a menées? Alors chronologiquement, après la compression, c'est l'empreinte humaine. Avec le pouce qu'on a vu en bas. Qu'est-ce qui vous touche, vous, chez César? Est-ce que vous aimez déjà l'artiste? J'adore, bien sûr, mais ce que je trouve merveilleux, c'est son sens de l'aléatoire maîtrisé, enfin, ce que vous disiez, les compressions dirigées. En cuisine, c'est un peu pareil. Il y a le travail continu, quotidien, et après, il y a une part d'évasion, et c'est ce moment-là qui est aussi fascinant. Il y a une œuvre qui est assez amusante. De la bisque de homard. Voilà. Alors, c'est une exposition qui est organisée à la Galerie Givaudan. Et César couvre tous les murs de boîtes de conserve. L'idée, c'est que les visiteurs
achètent une boîte et qu'ils réalisent l'expansion soit sur place, soit chez eux. Enfin, bon. Ah oui, donc parce que quand on ouvre... Voilà, on secoue, on ouvre et hop, waouh. C'est génial de savoir cette histoire. Super. C'est le moment de parler de votre parcours. On va faire ça chez vous, dans votre établissement parisien, la Dame de Pique. Avec plaisir. Allez. Anne-Sophie, vous êtes issue d'une des plus grandes familles de la gastronomie française. Chez les Piques, on est chef de génération en génération. Pour vous, ça n'a pas forcément été une évidence. Parlez-nous un peu de votre saga familiale. Tout débute en 1889 avec votre arrière-grand-mère. Et comme dans toute grande histoire, il y a des hauts et des bas. Oui, mon arrière-grand-mère s'est mise au fourneau un petit peu par hasard. En fait, son mari était propriétaire de quelques fermes dans la région en Ardèche. Et il était un petit peu le sage du coin. Et elle s'est mise au fourneau parce qu'elle aimait la cuisine, lui chasser. Donc elle a commencé à faire des gibiers. Puis elle a commencé à avoir une notoriété donc autour de l'Ardèche. Et puis c'est devenu sa passion. Et elle a entraîné son fils dans sa passion. Et mon grand-père décide ensuite de monter à Paris pour continuer à se former. Il est un grand chef saucier, enfin très jeune d'ailleurs. Et il revient dans son Ardèche natale. Et là, il continue la tradition de sa mère. Donc avec des hauts et des bas, oui, parce que, puisqu'on parle des 3 étoiles, ça a toujours, il y a eu des moments jalonnés dans la vie de ma famille où finalement les étoiles n'ont jamais été acquises, elles ont été regagnées à chaque fois. Est-ce que Valence, où tout a commencé avec d'abord l'Auberge du Pin, puis la Maison Pique, est-ce que ça reste le socle de tout ce que vous avez construit ? Oui, c'est important d'avoir une base solide. Mes racines, elles sont à Valence, elles sont en Ardèche de par ma famille, mais elles sont à Valence. Et c'est important pour moi, ces racines-là, parce que c'est mon point d'ancrage, ce qui me permet d'aller plus loin, de me donner l'énergie. Votre père est mort brutalement en 1992, à l'âge de 59 ans. C'est le moment où vous passez en cuisine, vous n'êtes pas préparé. Ça n'a pas été facile. Oui, disons que je suis revenue parce que je voulais apprendre la cuisine avec mon père. Donc c'est un peu un monde qui s'écroule à ce moment-là, parce que j'attends de lui qu'il me guide, qu'il m'aide, et il disparaît. Et du coup, il faut trouver son fil conducteur, et je peine à le trouver au début. Je reste en cuisine un moment, et puis personne ne me guide vraiment. En fait, je me sens très très seule et beaucoup dans le doute. Donc je passe un peu par tous les services de la maison, pour me donner un peu de courage. Et puis, donc en 97, donc 5 ans après, je retourne réellement en cuisine, un peu plus armée. Bon, il y a eu entre-temps la perte de la 3e étoile, donc je suis très motivée pour retourner en cuisine. Et je me dis, si je ne retourne pas en cuisine, qu'est-ce qui va se passer en fait? Il faut que j'aille de nouveau, que je reprenne du courage et j'y retourne. Quel a été le sentiment, l'émotion qui ont dominé quand vous regagnez cette 3e étoile en 2007, étoile que vous aviez perdue donc après la mort de votre père en 95? J'ai toujours l'habitude de dire que la 3e étoile, c'est un commencement pour moi. C'est pas une finalité. C'est un devoir de mémoire qui est réalisé et c'est le commencement de ma vie professionnelle d'une certaine façon. Je crois qu'il n'y a que 5 femmes triplement étoilées dans le monde. Vous êtes la seule en France. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez subi des brimades? Alors c'était particulier parce que j'étais à la fois apprentie et propriétaire. Ce qui était, vous pouvez imaginer, très très inconfortable pour moi. Donc les brimades, oui, j'en ai eu par les gens qui m'ont connue enfant. Certains m'ont beaucoup aidée, certains m'ont dit que j'avais rien à faire là. Finalement, en tant que femme, en tant qu'autodidacte, j'avais vraiment rien à apporter, rien à faire. Donc forcément, c'est très brimant et c'est très frustrant, mais tout ce qui ne tue pas renforce. Donc voilà, il faut avancer malgré tout. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un groupe international avec des établissements à Valence, à Paris, à Lausanne, à Londres, des épiceries, une école de cuisine et sinon un peu de temps libre. Oui, ça c'est aussi très en corrélation avec la boulimie de mon mari, hein, quand même, d'ouverture, de création. Et comme il a eu raison, parce que même si j'avais très peur de ça, ça m'a permis d'avancer énormément dans ma carrière professionnelle, de m'ouvrir l'esprit, de m'inspirer. On résume, 7 étoiles depuis le début de votre carrière, 3 à Valence, 2 à Lausanne, 1 à Paris, 1 à Londres. Bon, nous sommes ici à la Dame de Pique à Paris. Oui. C'est bien de parler de votre parcours, mais nous, on a envie de saliver un petit peu. Je vous laisse vous habiller et on vous retrouve en cuisine. Vous nous faites visiter? Avec plaisir, Valérie.
J'entre alors. Oui, Valérie, venez. Qu'est-ce que vous nous préparez de bon? Pour l'instant, il n'y a rien, mais je sens que ça s'active derrière. Exactement. Donc, on va faire pocher les berlingots. Le plat signature, le berlingot qui est dans tous les restaurants avec une préparation différente. Et puis là, cette semaine, on a voulu faire un petit clin d'œil à Lausanne. Donc, on a pris celui, en tout cas le fromage de Lausanne. Est-ce que je peux voir la carte? Alors, voilà, Valérie. Le tourteau de casier, la betterave plurielle, les berlingots, l'œuf de poule fermier. Vous avez au fil des années imposé votre signature tout en légèreté et en féminité. Comment vous définiriez le style Anne-Sophie Pic? Ma cuisine, je la veux essentiellement, c'est vrai, féminine, mais d'une complexité aromatique particulière, voulue, complètement assumée, qui me permet d'avoir... ce que je veux, c'est que les clients n'aient pas une dégustation linéaire quand ils goûtent ma cuisine. Et comme les sauces sont très éphémères, il y a une dégustation qui se fait en plusieurs temps. Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu en cuisine? Alors j'ai reçu 2 conseils. Le premier, c'était de mon père qui m'a dit peu de temps avant sa disparition, ce qui compte avant tout, c'est que tu saches que l'expérience ne se transmet pas, elle se vit, elle s'acquiert. Puis un mot de Paul Bocuse quelques années plus tard, quand j'ai voulu lui demander de m'expliquer ce qu'était le homard thermidor. J'avais une idée de comment il fallait faire. On m'avait passé une commande de homard thermidor. Il m'a dit, écoute ma cocotte, ce qui est important en cuisine, c'est que ce soit bon. Voilà. Donc c'est 2 conseils quand même qui sont essentiels dans la vie d'un chef ou d'une chef. Votre plaisir le plus calorique? C'est le chocolat. Enfin, je vais pas nier. Dans son Paris des Arts, Anne-Sophie nous présente la designer et scénographe Marianne Guély. Elle confectionne des fleurs extraordinaires, des guirlandes magiques, avec son matériau de prédilection, le papier. Son travail, empreint de rêve et de poésie, a tapé dans l'œil des grands noms du luxe, Dior, Saint-Laurent, Chaumet ou encore Baccarat. Marianne, vous avez des doigts de fée, vous nous enchantez avec du papier. Comment vous est venue l'idée de créer tout un univers avec ce matériau? Alors ça vient du livre, je m'inspire d'histoires et j'essaye de les retranscrire. Alors en papier, pourquoi? Parce que c'est un matériau qui est à la fois fragile mais pas tant, qui est éphémère mais pas que, et qui laisse un souvenir toujours indéfectible sur tous nos événements, nos objets, à la fois cette fragilité mais pas tant que ça. Depuis 2005, il y a une commande de la maison Baccarat. Les projets pour vous se sont enchaînés. Quelles sont les collaborations les plus marquantes? Alors bien sûr, celle de Baccarat que vous citez, mais aussi celle de la maison Christian Dior pour le parfum J'adore. Et dernièrement, une collaboration assez fantastique avec Anne-Sophie à Londres. On a fait des très très grands formats de pivoine. Donc c'est un projet permanent que je peux aller voir régulièrement, donc qui n'est pas du tout un projet éphémère. Qu'est-ce qui vous touche le plus, vous, dans ces sculptures de papier? Quand je cuisine, en fait, j'ai envie d'apporter toute la délicatesse que Marianne a dans son travail sur le papier. Ouais, je trouve que c'est d'une délicatesse, mais voilà, ça m'émeut beaucoup, ça me touche beaucoup. Et puis son univers, il lui appartient, il est particulier. Moi, j'ai tout de suite eu le coup de foudre pour son travail. On s'est rencontrés à la Dame de Pique à Paris, un petit peu comme ça. Tu étais cliente et puis... Alors moi, je suis cliente depuis toujours. Toujours. Avant de te connaître. J'y vais très modestement sur le... Mais c'est vrai. Pourquoi les pivoines? C'est vous qui avez choisi? C'est Anne-Sophie qui vous a un peu guidé? Quelle histoire vous êtes racontée? Dans quel univers vous êtes projeté quand vous avez décoré ce restaurant à Londres? Le producteur de pivoine le plus connu au monde, le plus spécialisé, est originaire de Valence. Ce petit cocorico de la région. Oui, carrément. Il y a tellement de choses chez nous. On a tout de suite parlé pivoine ensemble. Moi, je travaille de manière assez rapprochée avec tous ces visuels-là pour essayer de bien m'inspirer de la nature. Avant de nous quitter, retour au centre Georges Pompidou pour le questionnaire du Paris des Arts. Ce sont les internautes qui passent au grill Anne-Sophie Pic.
dans la famille, le poulet rôti, il se marie très bien à l'estragon. Et puis ce qui est important, c'est d'arroser le poulet tout au long de la cuisson. Il ne faut pas laisser cuire tout seul. Et puis ce qui est merveilleux, c'est d'obtenir un jus extraordinaire. Donc si le jus est bon, le poulet rôti sera bien rôti. Il faut obligatoirement qu'il soit bon, qu'il soit bien cultivé et dans une agriculture raisonnée, pas obligatoirement bio. J'aime aller dans des endroits soit nouveaux pour découvrir, mais j'aime aussi retourner dans des endroits que j'aime bien. En tout cas, je dois bien apprécier le chef. Ça me paraît essentiel d'avoir un regard plutôt de curiosité. Je vais chercher à être interpellée quand je sors au restaurant. Je crois que le pissenlit, il vient donner une petite nuance dans une bonne salade. Voilà, il amène une touche. Le pissenlit par lui-même, il est fort, il est dur même. Donc, peut-être ramasser les pousses les plus jeunes, les plus tendres. Il y a toujours un moment de récolte idéal pour ce genre de produit. Merci Anne-Sophie Pic. Merci Valérie. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Anne-Sophie sur notre site internet www.france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite.